Bienvenue au Forum Nouveau Monde 2021, Forum de la transition écologique et sociétale. C'est un immense brainstorming vert et la vitrine d'exposition de solutions concrètes. Sur ce forum, 150 intervenants, dont Dominique Charza. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Enedis dans la partie Languedoc-Roussillon. Vous êtes ici depuis ce matin. C'était important d'être ici et surtout de rencontrer, de se confronter à d'autres intervenants. Oui, c'était important. Il était important de faire comprendre à tout le monde comment Enedis peut apporter sa contribution à ces enjeux de transition écologique. Et donc, effectivement, c'était un moment d'échange très riche et très intéressant. Alors, justement, Enedis, entreprise de services publics qui exploite, entretient et dépanne le réseau d'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La filiale la plus importante d'EDF qui rassemble plus de 38 millions d'abonnés. Alors, comment Enedis compte s'adapter à la transition écologique? Alors, la première chose sur laquelle on est engagé déjà depuis quelques années, c'est évidemment le raccordement des énergies renouvelables, de façon à ce que ces énergies renouvelables puissent injecter dans le réseau leur production d'électricité. Aujourd'hui, en Occitanie, c'est plus de 82 000 installations qui sont raccordées au réseau public de distribution. Est-ce qu'on sait le pourcentage environ? Ça correspond à peu près à 16% au niveau national. Donc on est plutôt une région où les ENR se développent plus en Occitanie qu'en moyenne nationale. Donc vraiment un développement assez important et qui a tendance à s'accélérer. On observe ça ces dernières années. J'ai juste un chiffre pour la puissance, ça ne parle pas forcément beaucoup à tout le monde, mais pour avoir une ordre de grandeur, la puissance installée, ça correspond à 4 gigawatts. En Occitanie. 4 gigawatts, c'est l'équivalent de 3 centrales EPR, 30 centrales nucléaires EPR en termes de puissance installée. Donc on a véritablement un développement des ENR qui est fort. Et puis, on sait que ça a de l'avenir. Il y a des ambitions fortes de la région et puis évidemment de notre pays de développement des énergies renouvelables. Et nous, on s'est projeté en 2050 et on a essayé de regarder ce que ça pouvait donner, cette production d'ENR à cet horizon 2050 sur le système électrique. Et en 2050, ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est très important de bien le comprendre, dans une région comme Occitanie, en été, il y aura plus de 12 heures par jour où il y aura plus de production que de consommation d'électricité. Plus de production que de consommation. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, dans la journée, produiront plus que la consommation de la région Occitanie. Et cette énergie sera donc mise à disposition du réseau pour d'autres régions qui ont moins de potentiel de développement des énergies renouvelables. Pardon de vous couper, parce que vous pouvez chiffrer la consommation future pour pouvoir affirmer que... Oui, on fait des études. Alors c'est évidemment des études prospectives. On prend des hypothèses de développement de la consommation. On a pris en compte un certain nombre d'hypothèses, notamment pour le développement de la mobilité électrique. On a pris des hypothèses sur le développement des énergies renouvelables. Et à partir de cette hypothèse-là, on a vu que la moitié du temps, dans une journée d'été, où il y a plus d'ensoleillement qu'une journée d'hiver, c'est une banalité, je dis, on aura plus de production que de consommation à la maille d'une région comme la région Occitanie. Alors justement, vous parlez de consommation, comment on peut sensibiliser la population à l'économie d'énergie? Alors ça, c'est un élément très important parce que, comme je le disais précédemment, ce qui est important, c'est qu'aussi l'ensemble des consommateurs soient acteurs de cette transition, se sentent acteurs de cette transition. Alors il y a deux façons de faire pour qu'ils se rendent acteurs. D'abord, qu'ils puissent eux-mêmes maîtriser leur propre consommation, de savoir comment ils consomment. Et pour ça, on a mis à disposition un nouvel outil, un compteur, un Linky, qui a été aujourd'hui déployé auprès de 90% de la population et qui permet à chaque consommateur, à chaque client, de savoir par tranche d'une demi-heure ce qu'il a consommé. Par tranche d'une demi-heure, il peut le savoir également quotidiennement. Et donc, il y a une possibilité de mieux suivre sa consommation. Et quand on connaît mieux sa consommation, on est plus en capacité de pouvoir faire des économies d'énergie. Alors, le compteur Linky, il a été instauré il y a quelques années. Est-ce que vous avez vu une baisse de la consommation? Oui, alors les études montrent que des clients qui s'y intéressent, c'est-à-dire qui vont aller observer leur consommation, rien que le fait de s'y intéresser, ça permet d'économiser de l'ordre de 10% de la consommation d'électricité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ce comptage permet de développer de nouvelles offres. C'est les fournisseurs d'électricité qui le font. Vous savez que le marché est ouvert à la concurrence, donc les fournisseurs d'électricité proposent des offres. Et grâce à ce nouveau comptage, ces fournisseurs ont développé des offres qui sont beaucoup plus souples et qui permettent aussi
aux consommateurs de faire des économies. Des offres qui vont par exemple favoriser la consommation des énergies renouvelables, c'est-à-dire lorsque les énergies renouvelables sont disponibles, hein, inciter les consommateurs à consommer à ce moment-là, au moment des heures, et au contraire, les inciter à ne pas consommer lorsqu'on est en pointe. Hein, voilà. Donc, par exemple, il y a des offres creuses. Oui. Des heures creuses du week-end hein, qui ont été développées, c'est un exemple d'offre. Hein, alors voilà. comment consommer, donc c'est-à-dire privilégier les heures creuses, mais est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un endroit de sensibilisation, de pédagogie pour justement encore plus sensibiliser les consommateurs? Alors il y a plusieurs façons de faire. D'abord, effectivement, chaque client peut sur le site, il y a un site, un espace client qui peut créer, hein, Enedis à mes côtés, avoir accès à ses propres données de consommation. Il suffit de créer son espace client et puis on peut tous les jours, si on le souhaite, même plusieurs fois par jour si on le souhaite, pouvoir voir ses consommations. Les gens ne savent pas forcément. Non, ça ne se sait pas encore. Les fournisseurs d'électricité le proposent souvent. Il y a beaucoup de fournisseurs d'électricité qui ont proposé des offres de suivi de consommation, hein, qui s'appuient d'ailleurs sur les mêmes données, hein, évidemment, de suivi de consommation. Et puis il y a un élément très important qui se développe, qui devrait se développer encore plus à mon avis dans les années qui viennent, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. L'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective. L'autoconsommation, c'est le fait qu'un producteur d'électricité consomme sa propre production. C'est le cas à peu près aujourd'hui d'un producteur d'électricité sur 4. Vous savez, les gens qui ont du panneau photovoltaïque sur leur toit. Voilà, panneau photovoltaïque. Ensuite, comment on peut produire de l'électricité encore chez soi? Alors, c'est principalement du photovoltaïque. Oui. À domicile, voilà, c'est vraiment une très très grande majorité du photovoltaïque. Et donc, ces producteurs, 1 sur 4 aujourd'hui, consomment sa propre production. 1 sur 4 Simplement 1 sur 4. D'accord. Hein. Le reste, les 3 quarts d'autres consommateurs revendent tout réseau. Hein. Ça, c'est l'autoconsommation individuelle. L'autoconsommation collective, c'est un autre dispositif, c'est de faire en sorte qu'un collectif de producteurs et de consommateurs échange de l'énergie entre eux. Et le réseau le permet. À chaque instant, on est capable de mesurer ce qui est produit et ce qui est consommé par chacun. À quelle échelle il peut À l'échelle d'un immeuble, par exemple. D'accord. Voilà, on a une des plus importantes de France qui est sur notre territoire à Alès, c'est un bailleur social qui a 100 appartements, 100 locataires, qui a développé un système d'autoconsommation collective. Ils ont installé des panneaux photovoltaïques au moment de la rénovation de leur immeuble sur le toit de cet immeuble et ils utilisent cette énergie solaire lorsqu'elle produit pour chauffer l'eau chaude. Les ballons d'eau chaude sont asservis à la production, à la production solaire. Voilà. Et ça permet à chaque locataire, et ça c'est très important, de faire des économies. Oui. À la fin, c'est en moyenne 100 € par an d'économies sur l'électricité. Donc on voit que c'est vertueux, c'est-à-dire il y a de la production d'énergie renouvelable, il y a des économies d'énergie, parce qu'en même temps on a rénové un bâtiment, on fait attention à ce qu'on consomme, etc. Et puis il y a également un gain financier, ça coûte pour le consommateur final. On voit que c'est vertueux. Transition écologique, ça permet d'économiser, donc ça c'est un argument fort. J'aimerais parler d'une autre action que vous développez qui est plutôt inattendue. L'entreprise a développé un processus de protection des oiseaux. Oui, on s'est évidemment associé à la Ligue de protection des oiseaux depuis quelques années. On a aujourd'hui, notamment sur notre région ici, des espèces protégées, hein, notamment l'aigle de Bonelli, qui malheureusement, du fait de leur envergure, s'électrocutaient sur nos lignes. Voilà, c'est par rapport aux lignes électriques. Par rapport aux lignes électriques, c'est-à-dire qu'ils se posaient sur ces lignes, et au moment où ils se posaient, au moment de l'envol, ça générait un électrique et une électrocution de ces espèces. C'est des espèces qui sont en disparition, qui sont donc très protégées, une très belles espèces, hein, l'aigle de Bonelli. Et donc on a développé... Comment on peut éviter alors ? Alors donc, avec la Ligue de protection des oiseaux qui nous a bien aidés pour indiquer les endroits, les lieux de nidation de ces espèces, on a mis en place des dispositifs techniques qui empêchent ces rapaces, l'avifaune, ça s'appelle l'avifaune, de se poser sur les lignes. C'est-à-dire sur les lignes électriques. On met un petit perchoir, on met un perchoir au-dessus des lignes, et donc ça permet à l'aigle de se poser sur le perchoir et pas de se poser sur la ligne. Et puis on met des systèmes qui l'empêchent de se poser sur les lignes. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu d'actualité. Hein. Les intempéries se multiplient. En Occitanie, très récemment, on l'a vu dans le Gard, qui a été violemment frappé par les inondations. J'imagine que ça doit remettre en cause votre manière de fonctionner. Vous devez solidifier, vous devez prévoir justement ces intempéries qui vont se multiplier. Comment vous faites ?
Alors effectivement, ça c'est vraiment le cœur de notre mission, c'est le service public. Hein. C'est alors, en cas d'intempérie, en cas de coupure d'électricité, d'incident sur nos réseaux, d'être en capacité de rétablir l'électricité le plus rapidement possible. Hein, voilà. C'est un travail qu'on fait depuis des années, on progresse. On a mis en place il y a quelques années des forces d'intervention rapides, ce qui permet de mobiliser des moyens de la France entière vers les zones qui sont sinistrées. C'est plusieurs centaines de salariés qui sont capables de se mobiliser très rapidement. C'est-à-dire que vous avez un système d'alerte météorologique que vous avez mis en place donc du coup récemment? Non, depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Vous savez, en fait, là où on a beaucoup progressé, c'est suite à la tempête de 99, qui a été un cataclysme. Hein. Suite à cette tempête-là, l'entreprise s'est réorganisée sur ce sujet-là et on a mis en place cette force d'intervention rapide. Cette force d'intervention rapide, ce sont des équipes de chez nous, c'est aussi des entreprises prestataires, c'est des groupes électrogènes, c'est du matériel qui peut être dépêché en urgence dans les 24 heures hein, qui suit l'événement. Pendant l'événement, malheureusement, en général, on peut peu intervenir. Hein, on n'est pas en capacité d'intervenir, mais dans les 24 heures, on est capable de faire venir des forces considérables pour rétablir l'électricité le plus rapidement possible. On s'est fixé une ambition, on y est presque aujourd'hui, mais on n'y est pas encore tout à fait. En cas d'événement climatique majeur, hein, lorsqu'on a des dizaines de milliers de clients qui sont impactés par un incident climatique, c'est de pouvoir rétablir 90% des clients en moins de 48 heures. Voilà, on y est presque, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ça, c'est important, de pouvoir avoir un objectif de ce type-là. Rapidité d'intervention, donc. Alors, il y a un deuxième point là-dessus, c'est qu'évidemment, il faut aussi que nos réseaux, les réseaux qu'on exploite, soient moins sensibles aux aléas climatiques. Tout à fait. Et donc, on investit chaque année pour améliorer, pour réduire la sensibilité des réseaux aux aléas climatiques. Sur la région dont j'ai la responsabilité, donc les 4 ex-départements de Languedoc-Roussillon, on investit 40 millions d'euros par an pour enfouir en partie. Hein, il y a d'autres actions, il n'y a peu que l'enfouissement, mais on va dire que l'action la plus importante, c'est l'enfouissement de réseau. L'enfouissement de réseau, ça protège des intempéries et des inondations? Alors, ça protège des tempêtes. Hein, des tempêtes. Voilà, des tempêtes. L'inondation, il y a encore Alors, les inondations, on a d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'on on a une visibilité des zones inondables. Et donc, on met en place une infrastructure de réseau en dehors des zones inondables. Hein, voilà. Et puis, on met en place aussi également des systèmes techniques qui nous alertent lorsqu'on a des installations souterraines donc, hein, qui vont être inondées. Voilà. Alors, Enedis électricité, on va parler de mobilité électrique. Alors, racontez-nous, vous avez décidé d'équiper les parkings d'immeubles justement d'infrastructures électriques pour encourager justement les voitures électriques, encore une fois. Oui, ça c'est un sujet extrêmement important. On sait que on a déjà en Occitanie 65 000 véhicules électriques ou hybrides hein, qui circulent. C'est combien en pourcentage? Ça reste encore assez faible. Ce qu'on a en tête, c'est qu'à l'horizon 2035, alors c'est un peu loin, mais ça vient vite, hein, on aura 17 millions de véhicules en France électriques. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, il y a 35 millions de véhicules. Hein, donc on commence, hein, c'est vraiment le début. C'est un début, mais il y a une vraie accélération. Hein, il y a une vraie accélération parce que l'ensemble des fabricants sortent des modèles, que les batteries sont plus performantes, et que les véhicules sont très performants, et donc il y a une accélération. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, chaque personne qui fait le choix de la mobilité électrique puisse recharger son véhicule à son domicile. C'est aujourd'hui évidemment possible dans des maisons individuelles. Ce n'est pas encore possible dans beaucoup d'immeubles. Il y a très peu d'immeubles, de parkings d'immeubles, de collectifs qui sont équipés de bornes de recharge. Et donc ça, c'est l'enjeu. L'enjeu à court terme, hein, c'est d'équiper les parkings d'immeubles de bornes de recharge de véhicules électriques. Alors notre contribution à nous, c'est d'arriver avec une solution technique qu'on appelle la colonne horizontale, c'est-à-dire la prolongation du réseau public de distribution dans les parkings, hein, dans les parkings des immeubles. Prolonge les réseaux. Il y a une disposition législative qui vient d'être votée hein, dans le cadre de la loi climat et résilience, qui va permettre à ce que ces réseaux soient financés à 100% par le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Hein. C'est ce qu'on appelle le système zéro reste à charge. Il y a un préfinancement par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Et ensuite, chaque personne qui se raccordera sur ce réseau dans les parkings
pour mettre une borne à une place de parking apportera une contribution au financement de ce réseau. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'aujourd'hui c'était le frein au développement des bornes de recharge dans les parkings. C'est évidemment d'arriver à faire prendre une décision collective dans une copropriété de financement de ce réseau. Là il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin d'avoir une telle décision. On peut installer des réseaux dans les parkings sans que ça coûte rien à la copropriété. Merci beaucoup, Dominique Charzat, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, je vous souhaite un bon forum Nouveau Monde. Merci beaucoup.